Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Territoire, un podcast d'intercommunalité de France. Au programme, des entretiens pour éclairer les enjeux des élus et agents locaux. Je suis Baptiste Gapen, journaliste, et je vais tenter d'être votre porte-parole, d'amener à nos invités vos questions, intuitions ou besoins. Notre idée, vous proposer des interviews inspirantes sur différents thèmes pour répondre à vos problématiques du quotidien. Aujourd'hui, pour notre 12e épisode, nous recevons deux personnes. Charlotte Tardieu, responsable de projet énergie et territoire du réseau Clair, et Gaëlle Desdésert, coordinatrice du collectif PAP, qui signifie Paysage de l'après-pétrole. Avec elle, on va s'intéresser à la question des énergies renouvelables et aux outils développés par leurs deux structures pour réussir à mettre autour de la table les différentes parties prenantes d'un territoire sur ces questions. Bonjour Charlotte Tardieu, bonjour Gaëlle Desdésert, merci d'être avec nous toutes les deux. Avant qu'on commence cet épisode, un mot sur vos deux structures. Charlotte Tardieu par exemple, vous êtes responsable des projets énergie et territoire du réseau Clair, le réseau Clair en deux mots. Le réseau Clair, c'est une association qui vient de fêter ses 40 ans et qui porte la voie de la transition énergétique juste et ambitieuse. C'est la transformation de nos sociétés pour réduire nos consommations d'énergie et aller vers un avenir 100% énergie renouvelable. Et c'est le Clair qui porte le réseau TEPOS. Oui, le réseau des territoires à énergie positive. Donc ce sont des territoires qui sont engagés politiquement pour porter, justement, accélérer cette transition dans leur territoire parce qu'ils ont compris que l'énergie était une opportunité, notamment de développement des territoires notamment ruraux. Gaëlle Desdésert, vous êtes coordinatrice du collectif PAP, on dit bien comme ça ? PAP, ouais, Paysage de l'après-pétrole, une asso qui fête ses 10 ans, petit nouveau dans les milieux de la transition et qui est composée d'une centaine de membres, surtout issus des milieux de l'aménagement du territoire, qui ont comme conviction que le paysage est une méthode qui vient faciliter la transition des territoires et proposer des solutions situées, caractéristiques d'un territoire donné et qui sont par ce fait plus efficaces, plus désirables, plus harmonieuses pour les territoires et leurs habitants. Alors il y a une définition à laquelle on se rattache qui est proposée par le Conseil de l'Europe et qui a été ratifiée par la plupart des États européens. Et qui dit que le paysage, c'est une partie de territoire perçue par les habitants et qui évolue par les actions et interrelations entre les activités humaines et naturelles. Donc c'est une définition qui déconstruit un petit peu certains préjugés qu'on peut avoir du paysage. Paysage n'est pas une carte postale qui ne bougerait pas. Il évolue, la définition le dit, et également le paysage n'est pas juste un décor qu'on vient aménager. En fait, il est vraiment le territoire tel qu'il est perçu par les habitants. Et cette question de la perception, elle est vraiment importante. Et c'est là où le paysage nous semble être une méthode intéressante parce qu'elle vient donner toute cette dimension plus sensible et toute cette dimension d'attachement que les habitants ont à leur territoire et du coup leur capacité d'engagement pour la transition de leur territoire. Dans cet épisode, avec toutes les deux, nous allons essayer de décortiquer ensemble les outils à la disposition des intercommunalités pour le dialogue et la planification autour des projets d'énergie renouvelable. Déjà, finalement, pourquoi est-ce que c'est le moment de s'intéresser à ces questions ? C'est déjà se rendre compte qu'on est tous concernés par l'énergie. L'énergie, on en consomme à tout moment de nos vies, de nos journées. C'est l'énergie qui a justement impacté nos villes, nos territoires. En fait, ça fait partie de nos vies et ça fait partie de nos choix de société. Et qui dit choix de société dit que c'est important qu'on y prenne part. En fait, sinon ça se fait sans nous. Et pendant longtemps, ça s'est fait sans nous. On l'a vu l'énergie plutôt comme des décisions géopolitiques, stratégiques d'État. Et via le développement des énergies renouvelables notamment, on a l'enjeu de rapprocher les consommateurs des producteurs. Les unités de production, on les disperse dans les territoires pour les rapprocher des consommateurs. On est dans une logique aujourd'hui de circuit court de l'énergie. Qui dit circuit court dit interaction entre les producteurs et les consommateurs. Et du coup, chacun, on doit se poser la question, mais ça va
Et puis si je suis mieux informée sur l'énergie, si j'ai conscience que ce que c'est l'énergie, je vais mieux consommer, je vais faire attention à ma facture, mais ce qu'il y a au-delà. On sait que quand on a des panneaux solaires sur notre toit, par exemple, on va adapter ses consommations, on va regarder à quel moment c'est mieux de lancer sa machine à laver, etc. En fait, on a tous un rôle à jouer en tant que nous consommateurs des choix de fournisseurs, etc. On peut s'impliquer dans des projets d'économie d'énergie, de promotion de la sobriété, et puis après dans des projets d'énergie renouvelable. Et c'est valable pour les consommateurs, c'est valable pour les collectivités. Depuis 3 ans, on peut considérer l'énergie un peu comme une thématique sentinelle. Elle a tapé dans le mur et on a l'impression d'entendre parler d'énergie un peu matin, midi et soir. On voit bien que c'est un sujet où il y a de nombreux conflits. L'énergie est un fil rouge intéressant parce qu'en effet, il vient réinterroger notre manière d'habiter, d'être logé, de se déplacer, la manière dont on cultive, la manière dont on gère nos forêts, la manière dont on produit localement notre énergie. Et donc justement, c'est en cherchant cette complexité qu'on arrivera à tisser des projets cohérents, équilibrés, harmonieux, qui donnent envie d'y aller, quoi. Quand on comprend ce qu'est un paysage, on comprend justement qu'il est composé de toute l'imbrication des activités humaines et naturelles d'un territoire. Et donc, c'est justement en embarquant tous les acteurs et en trouvant l'équilibre, l'harmonie entre toutes ces activités portées par des acteurs différents qu'on vient composer des paysages qui sont des lieux de vie dans lesquels on a envie d'habiter. La question qui se pose, à mon avis, c'est de se demander est-ce que la territorialisation de la planification peut permettre de jouer sur un double niveau, c'est-à-dire d'abord aller chercher de l'opinion, mais aussi travailler les questions de sobriété. Ça fait 3 ans qu'on parle beaucoup d'énergie, mais on a commencé à vraiment parler d'énergie parce qu'on a connu une crise. Au-delà de l'énergie, quel type d'énergie on veut produire, etc. Et derrière, c'est poser la question de quel service public on veut garder, maintenir, parce qu'en fait, on n'était plus capable de payer la facture de la piscine, du musée, etc. Et donc, on voit bien que l'énergie, il est vraiment au cœur de la vie de la cité et de nos vies individuelles. Et donc, les choix qu'on fait collectivement, ils induisent comment on veut continuer à faire société. Et c'est pour ça qu'il faut en débattre et l'appliquer à l'image de nos territoires. Est-ce que demain, on veut être des déserts en matière de services publics parce qu'on n'aura pas la capacité? Est-ce qu'on veut être plus résilient à ces crises? Et donc, produire de l'énergie localement, ça veut dire réduire... relocaliser notre facture et injecter dans l'économie locale aussi des retombées économiques plutôt que d'acheter une énergie qui vient de très loin et qui en plus a un impact très important sur le climat. En fait, c'est vraiment et aussi de le faire quel territoire où on veut être demain. Et donc l'énergie, c'est un fil, l'eau, ça peut être un autre, en fait, où on peut se poser la question. Et les TEPOS, ils ont vraiment mis l'énergie au cœur de leur projet de territoire. Et parce que on voit que ça a des liens sur toutes les thématiques, toutes les politiques publiques d'une collectivité. Qu'est-ce qui fait que l'intercommunalité est une échelle intéressante pour travailler la question énergétique? Et déjà parce que le législateur lui a donné une compétence, a décidé qu'ils avaient la compétence énergie-climat, de faire des plans climat-air-énergie territoriaux, et aussi une compétence d'aménagement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est à l'EPCI qu'on va définir les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc en fait, et finalement, on voit on peut faire le parallèle entre l'aménagement qui a été longtemps très centralisé par l'État, qui a été beaucoup plus mis à la main maintenant des collectivités. Sur l'énergie, c'est un peu c'est la même logique. Et donc c'est bien que les deux se croisent à cet échelon décisionnel. Et puis c'est aussi capacité, les politiques énergie-climat, on n'est pas que dans on agit bien sûr sur le patrimoine de la collectivité. Elle a des propres leviers d'action en propre. Elle peut s'impliquer dans des projets d'énergie renouvelable, mettre à disposition, valoriser son foncier. Elle peut rénover ses bâtiments publics, etc. Mais elle a aussi un pouvoir de mise en mouvement du territoire, des acteurs locaux, des habitants. Et donc un rôle d'animation. Et on a vraiment besoin de ce rôle d'animation de la transition. Et alors des fois on nous regarde avec des grands yeux en disant animateur, c'est bon, on imagine un animateur en colo ou en centre aéré. Non, on parle pas de ça, on parle de mise en mouvement des acteurs, du lien entre
Aujourd'hui, on est l'hybridation des projets. On fait pas que du public dans son coin, du privé dans son coin, de l'associatif de l'autre. En fait, tout ça trouve un sens commun, résonne ensemble et puis fait ensemble. Et on fait ensemble que s'il y a des gens qui sont là pour animer. On l'a dit au début de ce podcast, on va essayer de présenter des outils intéressants avec vos deux structures. Il y a 3 outils notamment qui peuvent vraiment servir les différentes intercommunalités et territoires qui nous écoutent. On va en parler. L'idée, en tout cas, c'est d'avoir en tête qu'on peut embarquer un maximum d'acteurs pour dialoguer d'énergie. Le premier outil issu du clair, il s'appelle Énergie Mixte, Charlotte Tardieu. Alors, Énergie Mixte a été créée par l'association Éclair Occitanie. Donc, c'est pas nous, mais c'est un de nos adhérents. C'est un animateur régional d'énergie partagée, donc c'est-à-dire qui accompagne des collectifs citoyens pour développer des projets d'énergie renouvelable. C'est une méthode qui permet de débattre d'énergie. C'est une méthode qui s'adresse au grand public. Des sessions je sais pas, une 50aine de personnes, tout horizon confondu. L'idée, c'est de se dire, on a le droit déjà de débattre d'énergie. On peut en parler sereinement sans que tout le monde claque la porte en partant en disant de toute façon on pourra jamais être d'accord et sortir de ces visions un peu de posture et caricaturales pour ou contre. L'idée, c'est de se dire, il y a eu des exercices de scénarisation de la transition énergétique par des experts, l'ADEME, RTE, l'association Négawatt notamment. Il y en a 11, en fait. On va de scénarios très sobriété, très frugalité, à des scénarios très techno-solutionnistes. Il y a plein de variables entre les deux. Il y a du mix énergie renouvelable nucléaire où il y a du 100% renouvelable. Tout ça, on pourrait se dire, oh là là, en fait, c'est un débat d'experts, ça n'a rien à voir avec moi, je m'en intéresse pas. Et en fait, non, c'est déjà de se rendre compte qu'il y a des figures dans l'espace public qui représentent ces différents scénarios finalement de transition énergétique ou en tout cas de consommation d'énergie et de société et de la place de l'énergie dans la société. Qui a des points, il y a des éléments qui font consensus. Aujourd'hui, il y a des énergies renouvelables dans tous les scénarios. Maintenant, c'est plutôt dans quelle proportion, jusqu'où on va, quel type d'énergie, quel type de projet, quelle taille de projet, quels impacts on est prêt à accepter ou pas, parce qu'il n'y a pas d'énergie 100% propre, il y a toujours un impact. Et donc cette méthode, elle permet de s'approprier un peu ces éléments qui font consensus ou non, et puis aussi d'ouvrir le couvercle sur les controverses. Il ne s'agit pas de dire on donne la parole à des experts, on vous écoute pendant 2 heures, très bien, je repars, j'ai autant de questions que j'en avais en arrivant. Non, là on donne la possibilité de creuser, de participants vont pouvoir creuser les controverses qui les intéressent. On essaye de mettre en lumière aussi que ces scénarios, c'est une suite de décisions et de choix politiques. Et de liens entre le local et le national aussi. En fait, il y a des choix qui relèvent du national qui vont rendre possible ou pas la réalisation de projets sur leur territoire et montrer qu'il est possible de mener des projets citoyens et qu'il y a des initiatives autour d'eux. Donc c'est vraiment... on donne des clés pour parler d'énergie. Concrètement, comment ça se déroule ? Ça prend combien de temps ? 2h30 à peu près, ça peut se faire en fin de soirée à 50 personnes et après c'est des temps, c'est très rythmé, c'est très convivial, c'est des petits temps à la fois en groupe et en temps de conférence, donc avec les questions qui ont été préparées par les participants. C'est vraiment un format qui est plutôt bien apprécié et qui a été fait avec tout public, des habitants, ça a été fait dans des universités avec des étudiants, enfin voilà, c'est... Entre élus. Entre élus, tout à fait, ça pourrait, ouais. Le deuxième outil s'appelle Destination TEPOS. Destination TEPOS, c'est un outil de co-construction d'une stratégie territoriale de transition énergétique. Donc là, on applique le scénario Négawatt. Donc le scénario Négawatt, c'est un scénario de transition 100% énergie renouvelable en 2050. On l'applique aux données d'entrée du territoire. En fonction du profil de territoire, est-ce qu'il est plutôt rural, quelle surface agricole, forestier, etc., combien d'emplois, combien de maisons individuelles, etc. Donc on a des données d'entrée, combien de population, est-ce qu'on a de l'industrie, pas d'industrie,
Et on va faire un diagnostic très simplifié. L'idée de cette méthode, c'est que les heures de grandeur suffisent vraiment pour décider. On n'a pas besoin d'aller à la virgule près du gigawattheure de potentiel. En fait, on a besoin de savoir si on est où on peut faire des économies d'énergie. Est-ce qu'il faut mettre de l'énergie pour réduire les consommations de l'habitat privé, du secteur tertiaire, etc. Par quel levier, qu'est-ce qui marche, et quel impact ça peut avoir en termes d'énergie. Et ensuite, c'est une méthode d'animation. Donc, on va avoir un support qui est un damier qui est dimensionné aux données du territoire. Et le damier va représenter les consommations d'énergie du territoire par secteur d'activité. Et on va se dire, une case, c'est, 10 gigawattheures d'énergie. Donc une case, c'est une quantité donnée d'énergie. Et ensuite, on a des cartes leviers d'action qui vont être rénover 3500 maisons individuelles au niveau bâtiment basse consommation. Un tiers de ma population ait adopté des éco-gestes. On peut avoir sur le déploiement des pistes cyclables, que l'industrie soit passée et appliquer des pratiques et des technologies d'économie circulaire. Voilà, ce type d'action. Et en fait, on va parler de ça et on va plus pas parler d'énergie, on va parler de ce qu'on veut faire sur notre territoire, ce qu'il faudrait faire pour être sur la bonne trajectoire. Donc on part du point d'arrivée en 2050 où on aimerait être. Et pour être à 2050, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sur la bonne trajectoire? L'outil va nous dire il faut économiser, 200 gigawattheures d'énergie, donc activer 20 cartes. Vous devez trouver, là vous mettre d'accord avec les participants autour de la table, comment on répartit l'effort. Comme chaque carte représente la même quantité d'énergie, effectivement on peut comparer 2 éoliennes par rapport à X hectares de panneaux photovoltaïques, etc. Des fois, on a des territoires, on a l'impression qu'on a déjà tout fait. Mais en fait, ça se voit même pas, on n'a même pas une carte. Parce qu'on matérialise les cartes qui sont déjà jouées aussi, en fait. Au début, on n'ose pas trop poser les cartes, etc. Donc on en pose, et puis à la fin, on n'a pas tout posé, parce que quand même, on a beaucoup de maisons à rénover, moi je sais pas trop comment on fait, etc. Et en fait, après on se dit, mais on veut être sur la bonne trajectoire ou pas? Si on veut être sur la bonne trajectoire, il faut mettre le paquet sur la rénovation de l'habitat, par exemple. Et du coup, il y a une deuxième vague. Ou alors, on se dit, si je pose pas ces cartes, ça veut dire que j'assume de pas mettre mon territoire sur cette trajectoire. Et donc ça, c'est des questions vraiment... On revient à l'idée, comme on a vu dans les premiers outils, de choix politiques. Et à la fin, on permet de voir qu'est-ce qui fait consensus au sein des participants. Ça peut être que des élus, ça peut être des élus et des citoyens, les acteurs du territoire. Ça, c'est à chaque territoire de prendre en main, comme il le souhaite, l'outil. Troisième outil, il est développé par votre collectif Gaël des Déserts et s'appelle Étape Paysage. Étape Paysage, qu'on a conçu au sein du collectif PAP avec le réseau Clair, Solagro et Negawatt en complémentarité et poursuite de Destination TEPOS. Donc pour valoriser en fait toute la richesse que Destination TEPOS permet grâce au chiffrage que Charlotte présentait, et pour aller un peu plus loin, rentrer encore plus dans la complexité, mais pour plus de richesse, en aidant les participants à spatialiser les actions, le mix énergétique qu'ils ont voulu choisir, et le questionner aussi au regard du paysage qu'ils ont sur leur territoire. Donc l'outil Étape Paysage, c'est ça va incarner un peu ce mix énergétique choisi sur une dimension quantifiée, de l'incarner en le spatialisant et en visualisant quel nouveau paysage ça va créer. Et donc pour ça, on démarre d'abord, on sort un petit peu du fil rouge de l'énergie pour rentrer vraiment grâce à une carte du territoire, rentrer dans quels sont les paysages de notre territoire, comment on les caractérise, pourquoi on y est attaché, à quoi on est attaché en particulier. Donc d'ouvrir tout un dialogue autour de ce socle commun qu'est le paysage que tous les acteurs du territoire partagent. Alors on s'appuie sur des outils que sont l'atlas des paysages, les unités de paysage, la carte qui est quand même un outil un peu technique, mais comme vraiment support à l'échange plus personnel de ce que chaque acteur connaît de ce paysage, veut raconter aux autres et veut traduire comme attachement.
Donc on a peut-être l'impression qu'on est complètement sorti de la question de l'énergie, mais en fait par ces récits, déjà on voit pas mal d'éléments qui concernent l'évolution de ce paysage. Chacun a vécu, en fonction de depuis le nombre d'années qu'il vit sur ce territoire, a vécu des évolutions qu'il va pouvoir partager à ce moment-là. Et du coup on rentre dans la deuxième étape de l'outil, où là on reprend tous les chiffres que Destination TEPOS nous a aidé à quantifier, le mix énergétique que le territoire a choisi, et on vient inviter les participants à spatialiser les actions au regard des éléments de paysage qu'ils ont partagés avant. Et puis en spatialisant les choses, en fait, on rentre aussi dans plus de complexité sur ok, à tel endroit, mais du coup, il faudra être vigilant à tel et tel élément de ressources paysagères qu'on a identifiés. Ça peut être des éléments de l'ordre de la géographie locale, du patrimoine, des éléments humains, du type de savoir-faire, du type de dynamique qu'on connaît sur tel secteur. C'est en gros comment chaque action, projet éolien, rénovation énergétique de bâti, va rentrer en dialogue avec ce qu'il y a. Mobiliser donc un savoir-faire particulier, être vigilant par rapport à tel élément du patrimoine dont on veut préserver le cône de vue, etc. Donc on commence déjà à rentrer dans ces éléments-là. Et en dernière étape de l'outil, essayer de mettre en image certaines des actions qui ont été choisies par le groupe, donc de rentrer dans ce qui seront nos paysages de demain et d'essayer de créer déjà un imaginaire un peu désirable de ce que ces paysages vont donner. L'importance du dialogue autour de cet outil, mais des autres également, hein, c'est faire prendre conscience de ce qui nous freine encore aujourd'hui, malgré la conscience que la plupart des participants ont de la transition nécessaire à tenir, de formuler un peu ce qui freine et du coup en formulant d'en être plus conscient et d'avoir plus de levier pour lever ces freins. Dernière question, les élus qui vous font venir, quel bilan font-ils? Est-ce qu'ils passent à l'action derrière ce type de programme? C'est une vraie plus-value de l'avoir co-construite, sa stratégie. Parce qu'après, la difficulté, c'est de la mettre en œuvre, c'est de monter les projets, c'est d'animer, etc. Donc là, on a des besoins d'ingénierie pour faire vivre cette dynamique sur le territoire. Mais eux, en tant qu'élus, ils ont besoin de la faire vivre politiquement, d'embarquer. Et plus ils ont été nombreux au départ à le penser et à le porter, plus on a de chance que la stratégie, elle perdure dans le temps et qu'elle perdure d'un mandat à l'autre aussi, parce que là on parle de transformations qui sont à la fois très rapides, mais ça se fait pas sur un mandat, ça se fait sur plusieurs. Donc c'est vraiment des trajectoires de territoire de transformation du territoire à prendre. Et c'est pour ça que ça peut pas être dans les mains d'une seule personne, ça doit être partagé entre les élus, avec la population, avec les acteurs locaux qui ont tous une vision, une expertise à apporter parce qu'ils sont usagers du territoire, ils utilisent de l'énergie, ils sont exposés aux crises de l'énergie comme tout le monde. Donc ça rend plus robuste finalement ce projet politique. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est la fin de ce 12e épisode de notre podcast. Vous pouvez retrouver des liens pour compléter votre réflexion dans la description. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Territoire, le podcast d'Intercommunalité de France.